Nous sommes le cabinet Technologia. Si nous avons décidé d'organiser ces deux colloques des lanceurs d'alerte, puisqu'il s'agit du deuxième volet, le premier volet qui a eu lieu au mois de décembre, était sur les lanceurs d'alerte, malversation financière et corruption. Vous verrez ce soir qu'on a des lanceurs d'alerte, des lanceuses d'ailleurs, je voulais le souligner, beaucoup de lanceuses d'alerte, qui sont intervenus dans des dossiers de malversation ou de corruption, mais qui ont souhaité intervenir sur ce colloque-là pour expliquer comment ils ont su, à la suite de leur alerte, du harcèlement, qu'il soit moral et même sexuel. Le cabinet Technologia peut être amené à intervenir par des expertises quand il est mandaté par des délégués syndicaux ou des comités d'entreprise, on appelle maintenant les CSE. Et à ce titre-là, on peut être amené à soutenir ou à accompagner des lanceurs d'alerte de façon sur la logique financière, par exemple, quand il y a de la corruption et des malversations. On a tout un volet économique et financier qui peut du coup faire des analyses et accompagner les lanceurs d'alerte. Je finis la petite publicité. Donc, c'est le deuxième volet. Vous allez voir que les personnes qui témoignent ce soir ont subi des choses très douloureuses. Et on va voir comment on peut à la fois soutenir les lanceurs d'alerte, mais parfois comment ils sont seuls face à une montagne qu'ils ont choisi de dénoncer. Dernier point, et on verra avec nos deux amis avocats, vous savez sans doute la loi Wasserman, qui est un nouveau volet de la loi Sapin 2, qui a été mise en application au mois de septembre, tend à augmenter la défense des lanceurs d'alerte. Elle a créé le statut de lanceur d'alerte, et Stéphanie Gibault, qui est au centre de la table et qui interviendra tout à l'heure, est la première lanceuse d'alerte à avoir eu ce statut, qui est donc donné par le défenseur des droits. Voilà, donc je laisse maintenant la parole à nos invités, et on va commencer par Michel Sully, et je vous laisse vous présenter. Alors non, on va d'abord présenter, chacun va se présenter, une petite présentation rapide de chacun, de qui vous êtes et à quel titre vous êtes là, et ensuite chacun rentrera dans son dossier. Je les place. Bonsoir à tous et à toutes. Merci à Technologia pour cette invitation. Moi, je suis Franca Sesmaninier, je suis secrétaire nationale de la CDTK et je suis membre aussi du comité d'éthique au Comité économique social européen à Bruxelles. Donc, j'ai eu à m'occuper des cas d'harcèlement au sein de ce comité. Et deuxième chose importante, on est membre fondateur en tant que CFDT et je siège au conseil d'administration de la maison des lanceurs d'alerte, qui a été créée à Paris en novembre 2018. Bonjour, je m'appelle Maureen Kermé, je suis de nationalité irlandaise, mais ça fait très longtemps que je vis en France. J'ai travaillé 25 ans dans une entreprise nucléaire qui s'appelle Areva. J'étais élue déléguée CFDT. J'étais secrétaire du comité européen. Lors de mes fonctions, je suis tombée sur des contrats entre EDF et la Chine. J'ai commencé à dénoncer ces contrats un peu partout. Et est-ce qu'il y a un lien ou pas? Il n'y a jamais eu de preuve. Mais j'ai été sauvagement agressée chez moi, torturée, violée. Et voilà, après accusée d'avoir tout inventé, que rien n'existait de ce que j'ai dit. Je suis Michel Sully, je suis DRH depuis plus de 40 ans, les 20 premières années en tant que CDI et les 20 dernières en tant que manager de transition. Tout le long de ma carrière, j'ai eu l'occasion de constater des événements sur lesquels il fallait alerter, et le plus souvent, je me suis heurtée à des pressions amicales sur lesquelles je vais rentrer tout à l'heure.
Bonsoir, messieurs, dames. Je remercie Technologia de m'avoir invité. Je m'appelle Stéphanie Gibaud et j'ai été relativement médiatisée ces 15 dernières années dans le cadre de l'affaire UBS, l'ancienne Union des banques suisses, dont j'étais un responsable marketing et communication. En 2007, donc il y a 15 ans maintenant, 2008, donc il y a 15 ans, ma supérieure hiérarchique est rentrée comme une furie dans mon bureau pour me demander de détruire les fichiers avec des noms de clients suite à une perquisition dans le bureau du directeur général. Depuis, ma vie s'est arrêtée. Je suis ici, pourquoi? Pour deux choses. La première, je suis la première personne en France, comme vient de le dire Dorothée. Je suis la première personne en France à avoir ce statut de lanceur d'alerte possible avec la loi Wasserman, donc ce statut qui m'a été donné par le défenseur des droits au mois de septembre. Mais j'ai la particularité d'avoir aussi une casquette de collaborateur du service public. Parce que non seulement j'ai refusé d'être complice chez UBS de dysfonctionnement, qui donc ont conduit à la plus grosse affaire d'évasion fiscale en France. Vous avez forcément dû entendre parler de l'affaire Bettencourt et de l'affaire Cahuzac, qui sont deux des 40 millions du dossier UBS. J'ai gagné tous mes procès contre Bercy et contre l'État. Donc, ça c'est la première raison pour laquelle je témoigne. Et la deuxième, c'est que je suis aussi ici pour vous parler de harcèlement criminel en réseau et de vous témoigner de ce qu'est la peur, de ce qu'est le déni et de ce que sont 15 ans de mensonges et d'abandon que j'ai découvert à mes dépens. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de paroles, il y a très peu d'actes. Je suis aussi quelqu'un qui défend depuis des années Julian Assange et Edward Snowden, qui a écrit un nombre incalculable de fois au président Hollande et au président Macron pour demander l'asile et la protection de ces deux hommes qui se sont levés pour défendre un certain nombre de problématiques qui concernaient notre pays. Et pour rejoindre ce que dit Edward Snowden, vous ne réalisez pas à quel point il est difficile d'exposer la vérité dans un monde rempli de gens qui ne sont pas conscients de vivre dans le mensonge. Bonsoir, je m'appelle Bernard Nicolas, je suis journaliste, réalisateur et de temps en temps je commets des livres. Je travaille depuis de nombreuses années sur le phénomène qu'on pourrait appeler au sens large le management toxique dans les entreprises. J'ai réalisé il y a une dizaine d'années maintenant, une douzaine d'années, 2 films pour Envoyé spécial sur France 2 et Arte sur la vague de suicide à Orange France Télécom. Et je m'aperçois, j'en parlerai tout à l'heure longuement, que depuis, rien n'a changé réellement dans ce monde de l'entreprise. J'ai un peu le sentiment que Orange France Télécom a été le laboratoire de management à la Schlag. J'ai là sous les yeux le résultat d'une enquête qui n'est que partielle sur la Direction générale des finances publiques, où nombre d'agents souffrent de la même manière à partir des mêmes méthodes utilisées autrefois, il y a 12 ans, par Orange France Télécom. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Merci à Technologia et merci à Dorothée de nous avoir accueillis. Et merci aussi à toutes ces femmes qui ont pris la parole. Et bravo pour votre courage. Effectivement, moi j'ai 35 ans, je m'appelle Anne Boissard et j'ai été dans la pub pendant plus de 10 ans, dans le milieu de la publicité. Et puis ensuite, à la suite d'un burn-out, en mars 2020, un petit peu avant le Covid, j'ai été complètement à terre. C'était un burn-out très violent, comme tout burn-out, à cause d'un manager toxique, justement. Et puis en septembre 2020, 6 mois après, quand j'ai commencé à aller un petit peu mieux, j'ai décidé en fait de briser l'omerta qu'il y avait dans le milieu de la publicité avec l'aide d'un compte Instagram qui s'appelle aujourd'hui Balance Ton Agency,
et qui a un petit peu plus de 300 000 abonnés. Je reçois effectivement beaucoup de témoignages de personnes qui sont dans la publicité et qui ne sont pas forcément aussi dans le secteur de la publicité, mais qui ont vraiment besoin de parler parce qu'il y a une vraie volonté de libérer la parole sur le management aussi, le harcèlement moral, le harcèlement sexuel, les viols et les agressions sexuelles. À ce jour, j'ai épinglé plus de 45 agences de publicité, ce qui est énorme, et c'est pas fini. Parce que malgré tout, ça fait déjà 2 ans que je tiens ce compte, il y a encore beaucoup de choses à changer, un milieu à transformer, et puis un monde du travail à revoir dans sa globalité en France. Bonsoir, Christelle Mazal, je suis avocat de Paris. Je voudrais remercier également toute la chaîne et quand même le groupe Technologia et également toutes ces femmes qui témoignent. Et je remarque qu'il y a souvent des femmes qui sont lanceuses d'alerte. Pas d'agression sur ce sujet, en tout cas c'est un constat qui fait aussi à mon cabinet. Mais pas que ma spécialité, en fait, j'assiste et je défends les agents publics exclusivement, fonctionnaires, titulaires et agents contractuels, plus le statut dérogatoire, dans leur litige avec l'État. Et après plusieurs années, ça fait quasiment 20 ans que j'exerce ce métier donc, dans cette spécialité, et après plusieurs années à avoir défendu les agents publics pour des faits de harcèlement moral, c'est encore une sous-spécialité, et avoir participé aussi au procès France Télécom en 2019, je me suis aperçue qu'en fait, au-delà des problématiques interpersonnelles que l'on retrouve assez classiquement, on était dans un harcèlement assez spécifique à la fonction publique qui concerne en fait la mutation du service public, c'est-à-dire toute la réorganisation des services de l'État en général, que ce soit le service régalien, les collectivités territoriales ou l'hôpital public, dont on parle beaucoup depuis plusieurs années. Donc à ce jour, je défends en fait tous les fonctionnaires qui sont au cœur du système, que j'appelle d'ailleurs les sentinelles système, qui constatent les atteintes à la démocratie, au pilier même de notre vivre ensemble, dans les affaires aussi de corruption, prise illégale d'intérêt, dont on entend à l'heure actuelle, hélas, beaucoup parler. Voilà, donc j'interviens dans tous ces secteurs. Et je voudrais souligner aussi que être lanceur d'alerte dans la fonction publique, c'est très difficile encore plus, il y a pas d'échelle de hiérarchie, parce que quand on prend l'exemple de magistrats, de policiers qui sont au cœur du système judiciaire, de dénoncer le système lui-même, vous vous retrouvez en fait pas dans la passe. Bonsoir, je m'appelle Yves Monéris, je suis avocat pénaliste depuis 20 ans et j'interviens au soutien effectivement parfois des lanceurs d'alerte. Pour vous donner un exemple, à l'époque où il n'y avait pas de concept, je me suis retrouvé à défendre cet homme. Heureusement, il était délégué syndical, qui avait une forme de protection, qui a dénoncé la présence d'amiante dans la grande paroisse. Et effectivement, c'était extrêmement compliqué, il a été licencié pour faute lourde, il a fait l'objet d'une demande de diffamation, etc. Je peux vous en parler de cette expérience. Et fort de cela, aujourd'hui, je rédige des chartes anticorruption, je rédige aussi des chartes d'enquête interne à la suite des lois Sapin. Et je m'intéresse effectivement aussi aux questions le process des lanceurs d'alerte qui sont en anticorruption, c'était l'objet de notre précédente rencontre, et qu'ils soient en harcèlement moral ou harcèlement sexuel, puisque effectivement le process juridiquement diffère un peu, et c'est ce dont je vous parlais également de la problématique de l'enquête interne, effectivement, qui pose problème, puisqu'elle va se chevaucher avec une enquête judiciaire, de voir comment on résout les différentes difficultés. Très bonne soirée à tous. Maintenant, je propose que chacun développe ce point-là. Il y aura commencé par RH, votre position en entreprise. Et en tant que domaine manager de mission, ce qui nous intéresse, c'est est-ce que le statut François en particulier peut permettre d'être plus facilement de libérer la parole. Merci pour cette introduction. Je ne sais pas si le statut de manager de transition facilite ou pas la liberté de parole. Peut-être que oui.
Il n'en demeure pas moins que depuis 40 ans, puisque j'ai 20 ans en CDI et 20 ans en manager de transition, je m'emploie à agir là où je constate des choses qui ne sont pas acceptables. Alors aujourd'hui, on n'en parlait pas il y a 40 ans, lanceur d'alerte, je ne me reconnais pas dans ce mot, mais je me reconnais comme un DRH qui agit lorsqu'elle constate des dysfonctionnements inacceptables. Heureusement, je n'ai pas eu à ne faire que lancer des alertes. J'ai eu la possibilité, en étant aux commandes, en tant que DRH, de procéder à des départs immédiats, parfois contre la volonté des dirigeants, je ne développerai pas, avec des mises à pied à titre conservatoire immédiate et des sanctions immédiates pour des agissements, que ce soit du harcèlement sexuel, quand j'ai pu le faire, voire du harcèlement moral. On pourrait imaginer qu'en tant que manager de transition, les choses sont plus simples. Je ne crois pas. Il est plus difficile, quand on est manager de transition, de procéder à un acte disciplinaire. Donc à ce moment-là, on se retrouve en posture de lanceur d'alerte. À de très nombreuses occasions, lorsque je sentais que je ne pourrais pas agir sur un comportement inacceptable, qu'il soit un management inapproprié, un harcèlement sexuel, voire une probabilité élevée de passage à l'acte en termes de suicide, j'ai appelé le cabinet Technologia, soit en direct, soit en passant par les CSE, en leur disant je pense qu'il faut lancer une alerte, et je me permettais de leur indiquer l'endroit où j'avais identifié quelque chose de problématique. Le cabinet a très souvent aidé les personnes victimes parce qu'on les faisait rentrer. Et n'hésitez pas, alors je ne sais pas s'il y a beaucoup de DRH dans cette pièce, j'ai l'impression que ce n'est pas la population la plus représentée, même si j'en vois un. N'hésitez pas, quand vous sentez que vous ne pouvez pas agir, à appeler un cabinet comme Technologia, mais il y en a d'autres, pour vous aider à agir. Parce que lancer l'alerte, oui, évidemment, en ce qui me concerne, je me sens beaucoup plus à l'aise sur une action d'agissement pour protéger les victimes. Et je pense que, bien sûr, continuons à lancer les alertes, mais surtout interrogeons-nous sur comment faire pour résoudre les sujets qui sont préjudiciables à la santé mentale et physique de trop grand nombre de staff. Merci Michel. On va passer la parole à Anne. C'est la page Instagram Balance le Mal ici. Ce qui m'intéressait de cette séance, c'est de comprendre si, en donnant la parole à des lanceurs d'alerte, toi-même, tu as subi des dépressions suite à cette création. Alors merci Dorothée. Oui, effectivement, comme je disais tout à l'heure, j'ai lancé le compte Instagram donc, en septembre 2020 et j'ai été en fait anonyme pendant un petit peu plus d'un an. Alors anonyme volontairement, forcément, puisque je dénonçais un milieu dans lequel je travaillais. Et j'ai d'ailleurs, tout en ayant la page Balance Son Agency, travaillé dans une agence sans que personne ne sache que j'étais derrière la page Balance Son Agency, dont tout le monde parlait à ce moment-là et qui faisait la couverture de la presse spécialisée. Donc j'étais un petit peu le loup dans la bergerie. C'est effectivement une expérience qui était assez compliquée parce que j'étais anonyme et puis j'avais une interview sur France Inter quelques semaines après avoir intégré cette agence. Et en fait, ma voix n'avait pas été modifiée. Donc ils m'ont effectivement reconnu. Ils ont su que j'étais derrière le compte Instagram et j'étais encore en période d'essai. Et en fait, à ce moment-là, ils n'ont pas voulu me garder, les raisons que vous pouvez imaginer. La peur d'avoir quand même quelqu'un qui est capable d'avoir une action, un pouvoir à travers un compte Instagram et qui pourrait effectivement même dénoncer la propre entreprise dans laquelle elle se trouve. Donc j'ai vu, donc il y a eu une rupture de la période d'essai. Et puis ensuite, après ça, il y a eu des procès. J'ai plusieurs procès en diffamation aujourd'hui. Ça a été plus facile pour moi de m'attaquer quand je suis sortie de l'anonymat, parce que je suis sortie de l'anonymat à peu près un an après la création du compte.
En fait, j'ai été une victime d'une agence de publicité qui s'appelle Brax. Cette agence de publicité, en interne, il y avait énormément de sexualisation de la femme, beaucoup d'objets présents comme des gommes Michel un peu partout dans l'agence de publicité, un fondateur fan de films pornographiques qui ne s'en cachait absolument pas, et qui forçait même parfois certaines stagiaires à regarder des films pornographiques directement sur le rétroprojecteur. Vous imaginez un petit peu l'ambiance très particulière. Et c'est une agence par laquelle moi j'ai été passée, que j'ai dénoncée. C'est la première agence que j'ai dénoncée sur Balance Agency. J'ai été passée par cette agence-là. Et puis en ayant fait une grosse agence de pub auparavant, pendant 6 ans, Publicis, j'avais quand même constaté que c'était absolument pas normal et que les pratiques étaient évidemment complètement illégales. Sauf que dans cette agence, il n'y avait que des très très jeunes personnes, c'était leur première expérience, donc ils pensaient que la pub c'était comme ça, parce que c'est un côté cool de la pub, où on peut tout dire, tout faire, tout est à peu près acceptable, mais ça n'était absolument pas. Et donc c'est la première agence que j'ai dénoncée, et puis quand j'ai dénoncé sur Balance Agency, il y a plusieurs victimes qui se sont connues et qui se sont dit « Ah, en fait, je ne suis pas la seule, voire je ne suis pas le problème ». Et ça a permis à ces victimes-là de saisir la justice. Et donc, quand j'étais encore à ligne, il y a une de ces victimes qui a saisi la justice. Et en fait, le fondateur lui reprochait d'être derrière le compte Balance Agency. Et donc, il lui demandait donc, une grosse somme, 100 000 € de dommages et intérêts. Donc, pour l'aider, je suis sortie de l'anonymat à ce moment-là. Et ensuite, toutes les agences se sont un petit peu jetées sur moi pour m'attaquer en diffamation et puis pour dénonciation calomnieuse. J'ai eu aussi des policiers qui ont toqué à ma porte un beau matin, en fait pour me convoquer indirectement en tant qu'agresseuse, puisque le fondateur de Brax, du coup, se faisait passer pour la victime d'un complot. Donc j'ai été convoquée pendant 5 heures avec une avocate qui était d'ailleurs enceinte, qui a accouché 3 jours après, qui était vraiment au bord de l'accouchement. Et donc j'ai été convoquée dans ce bureau de police, de l'autre côté, donc côté agresseuse, alors que finalement j'avais quand même dénoncé une personne qui avait été à l'origine d'agressions sexuelles et aussi de harcèlement moral et sexuel. La police a tout de suite compris qu'en fait il fallait changer les rôles, et aujourd'hui le parquet s'est saisi. Ça veut dire qu'en fait ils ont effectivement essayé de recueillir le maximum de témoignages de personnes qui sont passées par cette agence pour ensuite donner une condamnation au fondateur de cette agence-là, qui est Brax. Aujourd'hui, il a été condamné pour plusieurs choses, donc, harcèlement sexuel, harcèlement moral, agression sexuelle, à 80 000 € de dommages et intérêts. Ce qui est compliqué pour les victimes, c'est qu'il les a pas, qu'elle va certainement jamais voir la couleur de cet argent, mais c'est pas forcément ce qu'elle cherchait, parce que c'est ce que pensent parfois les gens, c'est qu'on fait ça pour l'argent, que c'est ce qui nous intéresse, etc. Mais en fait, il faut se rendre compte qu'on a aussi simplement envie parfois d'être reconnu en tant que victime, et que dans cette société-là actuelle, c'est encore très difficile, parce que les procédures sont très très longues, et puis on assiste aussi à une justice assez patriarcale, dans laquelle moi j'ai été effectivement témoin de sexisme. C'est-à-dire qu'un juge a effectivement dit devant la victime qu'elle portait un prénom biblique qui du coup était synonyme de tentatrice, et que c'était absolument normal du coup qu'elle soit considérée comme la plus grosse chômage de l'agence. Voilà, c'était l'année dernière. Donc on se rend compte que c'est un système en fait, quand on veut même être protégé, on est victime après du système dans sa globalité, donc même quand on a envie d'aller porter plainte dans les commissariats, quand on a envie de saisir la justice, donc d'utiliser les moyens légaux pour se défendre, et ben on se rend compte qu'en fait c'est systémique et qu'en fait tout est gangréné de l'intérieur, et c'est difficile du coup de trouver des solutions et de savoir comment s'en sortir, parce qu'en fait ce sont les seules solutions qu'on a à l'heure actuelle, mais qui a encore énormément de travail à faire. Voilà. Je sais pas qui. On va passer la parole à Stéphanie, qui va nous raconter comment ça peut avoir une application totale sur sa vie, peut-être son compte. Et comment on n'est pas nécessairement soutenu par l'intérieur de l'entreprise, mais aussi par les organisations dont on pourrait espérer qu'elles soient adoptées.
Merci Dorothée. En fait, c'est l'intérêt de ce dossier UBS, c'est que forcément vous avez tous entendu parler les uns et les autres de lanceurs d'alerte dans des tonnes d'entreprises différentes, de tailles différentes, sur des activités et des industries différentes. Moi, mon dossier est très particulier. Pourquoi? Parce qu'effectivement, j'ai refusé de détruire donc, des données qui étaient des noms de clients qui avaient des comptes à l'offshore. Aujourd'hui, vous avez tous entendu parler d'évasion fiscale, vous savez tous que tous nos politiques se lèvent contre les paradis fiscaux qui sont des grosses bêtes noires. En revanche, personne, parmi toute la classe politique, ne vous dit que les paradis fiscaux, c'est pas très bien, mais que les fraudeurs sont chez nous. Et que la complexité du dossier UBS, c'est que c'est... Moi, je travaillais chez UBS à Paris, Louis Haussmann, et bien c'est que, justement, Bercy, on parlait de Bercy tout à l'heure, avec mon voisin de droite, Bercy a récupéré donc un fichier de 40 000 noms de fraudeurs fiscaux, la majorité étant français. Donc moi, j'étais pas seulement responsable marketing et communication chez UBS, j'étais aussi la secrétaire du CHSCT. Et en tant que secrétaire de CHSCT, j'ai remonté pendant des réunions des dysfonctionnements liés à l'évasion fiscale, à la présence des banquiers suisses en France, etc., etc. Et je devais faire partie d'un plan social. Et moi, il m'est arrivé un truc extraordinaire, c'est que sur les 100 personnes du plan social, l'inspection du travail a accepté le licenciement de mes 99 collègues et m'a laissé, moi, dans l'entreprise qui fraude, dont je dénonçais les fraudes. Donc, avec les pressions que j'ai subies, j'en ai fait une dépression, donc arrêt maladie, arrêt de travail, et je vous passe tout ce que vous connaissez les uns des autres, de la violence d'entreprise, l'isolement, la précarisation, la dégradation des conditions de travail, l'inverse d'une promotion, c'est-à-dire que vous êtes tiré vers le haut, on vous donne des tâches qui n'ont rien à voir dans vos fonctions et qui sont là pour vous humilier. Mais le pire, finalement, c'est pas ça. C'est-à-dire que moi, j'ai finalement été licenciée au bout de 4 ans, donc c'était en 2012, le 10 février 2012, ça va faire 10 ans. Et quand je suis sortie du BS, je pensais naïvement que ma vie allait recommencer, puisque je venais d'être suspendue de vie pendant 4 ans. Et quand je parle de harcèlement criminel en réseau, c'est parce que moi j'ai la particularité, à l'inverse des autres lanceurs d'alerte, d'avoir eu à travailler pour l'État français. C'est-à-dire que pendant que j'étais une collaboratrice du BS, me sont tombés sur le dos les douanes judiciaires. Les douanes judiciaires, c'est-à-dire des gens qui sont... Enfin, j'en ai parlé longuement dans les interviews que j'ai données dans mon premier bouquin. C'est-à-dire des gens qui sont venus vers moi pour me dire qu'ils allaient me suivre, notamment sur le tournoi de tennis de Roland Garros, donc ça c'était Roland Garros 2011, parce qu'ils étaient certains que le démarchage des Suisses en France continuait. Et moi je leur dis, mais pas du tout, puisque je me suis occupée de dénoncer ça, c'est pour écouter 4 ans de harcèlement, les Suisses on les voit plus. Et donc pendant plus d'1 an, j'étais obligée de collaborer avec les douanes judiciaires qui ont amené à ce dossier dont vous avez forcément entendu parler. UBS était condamné à l'amende la plus importante de 4,5 milliards d'euros. UBS a fait appel, et l'année dernière, au mois de décembre, UBS a été condamné, mais l'amende a été réduite à 1,8 milliard d'euros. Donc c'est là où on se rend compte que soit la France n'a pas besoin d'argent, bon, pourtant il faut bien payer vos retraites, soit il y a un problème quelque part. J'ai entendu 2 fois, je crois que c'était à ma droite, hein, le mot système. Eh bien en fait, moi je ne suis pas lanceur d'alerte sur le dossier UBS, en y réfléchissant bien. Je suis lanceur d'alerte du système, parce que j'ai donc dû travailler de force par des fonctionnaires assermentés pendant plus d'1 an qui ont permis de découvrir cette fraude. Comme je vous l'ai dit, UBS c'est 40 000 comptes offshore, vous n'avez eu que 2 affaires publiques, l'affaire Bettencourt d'un côté et l'affaire Cahuzac de l'autre. Pourquoi aucun journaliste, parce que c'est vraiment la question, ne s'intéresse aux 39 998 autres? Pourquoi est-ce que, justement, moi j'étais syndiquée au syndicat de la banque? Où est le SNB? Je ne veux pas stigmatiser le SNB, mais il y a quand même des questions qu'on peut se poser aussi.
Quand je vous parlais tout à l'heure de peur et de déni, ce dossier UBS, il est radioactif. Moi, je ne savais pas chez Areva, mais il est plus radioactif qu'Areva. C'est-à-dire qu'il fait peur à tout le monde parce qu'il est explosif. Moi, j'ai quand même un ministre des Finances qui s'appelle Michel Sapin, que j'ai trouvé, si vous l'avez vu cette émission, devant Élise Lucet dans le cache investigation des Panama Papers. Monsieur Sapin et son ministère m'ont écrit que je n'étais pas lanceuse d'alerte, que j'usurpais ce titre, alors que j'ai été auditionnée pour la loi Sapin de protection des lanceurs d'alerte, et que je n'étais qu'un témoin utilisé dans un dossier. Alors ceux qui sont qualifiés comprennent qu'un témoin, ça témoigne. Moi, je n'ai pas témoigné. J'ai été obligée de travailler sur ordre pendant plus d'1 an, sur ordre de fonctionnaires assermentés, pour sortir des informations confidentielles de cette banque pour laquelle je travaillais, qui est une banque étrangère. Donc, qui est mon ennemi aujourd'hui? Est-ce que c'est la banque suisse UBS ou est-ce que c'est l'État français? Puisque donc, depuis, j'ai été obligée d'attaquer l'État à plusieurs reprises. Alors j'ai gagné tous mes procès contre UBS sans appel, et j'ai gagné contre l'État en 2018, pardon. J'étais reconnue collaborateur occasionnel du service public, donc j'aurais dû être indemnisée, rétribuée. Le préjudice que je subis depuis plus de 10 ans aurait dû être accueilli par le ministre des Finances ou son remplaçant, qui est Bruno Le Maire aujourd'hui, avec beaucoup de soutien et beaucoup d'enthousiasme, en tout cas, sur cette lutte contre la fraude fiscale. Eh bien, pas du tout. Bercy a décidé que non. Non, Madame Gibault, dossier classé. Donc on a réattaqué l'année dernière. Et le 7 juillet, j'ai gagné, une fois de plus, où la juge a écrit dans son jugement que Bercy devait revoir sa position vis-à-vis de mon dossier. Et donc, aujourd'hui, début 2023, alors que le dossier dure depuis 15 ans, Bercy a fait appel de la décision en disant que circuler, il n'y a rien à voir, comme aurait dit Coluche. Donc on fait passer des lois par des politiques qui se succèdent pour dire qu'ils veulent protéger les lanceurs d'alerte et qui luttent contre la fraude fiscale. Personne ne parle de ce dossier UBS. Personne. Et Bercy, donc le ministère le plus puissant en France, est le premier à ne pas vouloir appliquer les décisions. Et ça, c'est dans un silence de cathédrale. Alors, que vous dire d'autre? Peut-être que l'analyse que j'ai, moi, de ces sujets, c'est que tant qu'on a des lanceurs d'alerte qui se plaignent, parce que c'est très dur, tout le monde subit du harcèlement, de la violence psychologique, voire d'autres types de violences. Moi, ma chienne a été empoisonnée dans notre appartement sans effraction. Qui peut empoisonner un chien sans effraction dans un appartement? La brigade criminelle me dit, mais c'est pas des cambrioleurs, on est d'accord, parce que rien n'avait bougé. C'est des pressions. C'est pas très intéressant en fait. On voit que c'est des gens qui n'ont absolument aucune autre. Comment dire, qui n'ont absolument aucune éthique. Parce qu'il y a une vérité. Tout à l'heure, je vous ai dit, ce dossier UBS, c'est le dossier du mensonge de la part de la banque, mais c'est le mensonge de la part de l'État français. Et en fait, ce qu'on n'aime pas, c'est qu'on propose des solutions. Moi, j'avais écrit un livre qui s'appelle La traque des lanceurs d'alerte, où j'avais interviewé une 50aine de lanceurs d'alerte d'industries complètement différentes, auxquels je demandais à chacun de préconiser des solutions citoyennes. Des solutions pour un monde meilleur, un monde dans l'entreprise meilleur, parce que c'est tous aujourd'hui une grande souffrance de l'entreprise. Et en fait, à partir du moment où on propose des solutions, là on a le système sur la tête. C'est-à-dire que moi j'étais très médiatisée jusqu'en 2017, jusqu'au moment où ce livre est paru, préfacé par Julian Assange. Donc là je suis devenue encore plus radioactive que je ne l'étais. Et quelque part, le fait qu'il n'y ait plus du tout d'intérêt médiatique, ça fait aussi partie du harcèlement. C'est-à-dire qu'on vous a surmédiatisé, donc vous avez été dévoué pour répondre à toutes les questions des journalistes, et puis du jour au lendemain, vous n'existez plus. Les pressions, c'est aussi la justice, parce que la justice prend son temps. Comme vous le savez, il y a une réforme de la justice, parce que la justice n'a pas d'argent. Moi, je suis quand même le témoin qui n'a pas été entendu dans l'affaire UBS. Vous la croyez, celle-là?
Bercy m'a dit que je suis un témoin dans un dossier, alors que je ne suis pas témoin, je suis collaborateur du service public. Et par contre, j'ai écrit une dizaine de lettres accusées-réception au juge, je n'ai jamais été entendue par la justice. Donc, tous ces dysfonctionnements prouvent quand même que il y a une des dames à droite qui le dit tout à l'heure, mais effectivement, il faut tout refaire dans notre pays. La France, c'est le pays où beaucoup de gens parlent, on parle, mais où sont les actions? Pourquoi Bercy n'agit pas sur le plus gros dossier d'évasion fiscale? Est-ce que Bercy serait dans les mains de quelqu'un qui n'est pas l'État français? Pourquoi c'est des journalistes dans la salle? Ce dossier n'intéresse-t-il personne? Voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. Juste quand même ajouter, parce que tu as cette humilité-là, c'est-à-dire que la FEDES a gagné près de 12 milliards avec la France. Et qu'aujourd'hui, cette famille est dans une situation personnelle qui est très compliquée. On peut faire gagner beaucoup d'argent sans pour autant être remercié, ou si c'est remercié, au moins accompagné. Du coup, excellente transition pour. Je vais passer la parole à Franca Salis-Maquillier. Franca est à la CFDT, je vais vous dire exactement sa position. Elle est aussi membre cofondateur de la Maison des lanceurs d'alerte, qui se charge d'accompagner des lanceurs d'alerte qui feraient appel à la maison. Merci Dorothée. Donc la CFDT est une organisation en France qui défend les droits d'alerte et les droits à la protection des lanceurs d'alerte depuis 20 ans. C'est beaucoup 20 ans parce qu'il y a 20 ans, la culture de l'alerte n'est pas très positive encore aujourd'hui parce que la culture, ça fait 8 ans à changer, était très négative. On était presque seul, même au niveau international et européen, même parmi les syndicats, dire, à défendre ses droits. Et c'était la CFDT notamment, qui portait ces revendications. Je dis ça pas pour me vanter, mais pour comprendre que historiquement, l'alerte, un lanceur d'alerte, une lanceuse d'alerte, était plutôt mal connotée, plutôt comme délateur. Quand on parle de délation, on pense à des exemples historiques encore récents, dans le mémoire, et donc forcément négatifs. Quelqu'un qui n'est pas loyal, quelqu'un sur qui on ne peut pas compter, ou quelqu'un qui désobéit, ou quelqu'un qui parle trop. Donc, plutôt cette culture, donc moi, je dirais que j'ai un peu traversé cette époque en France. Je suis d'origine italienne, donc en Italie, les lanceurs d'alerte ne s'appellent pas comme ça, ils s'appellent des informateurs, et ces mots, c'est lié à la mafia. Donc on a les mêmes mots pour un lanceur d'alerte, pour quelqu'un qui informe sur les actes ou les mafias, les actes mafieux. Donc pour tout vous dire, les cultures en Europe sont très avancées. Donc j'ai eu cette chance, je dirais, déjà de faire avancer ces droits, parce que je pense qu'en France, aujourd'hui, on a une des lois les plus protectrices en Europe et dans le monde. Ceci dit, ce n'est pas parce qu'on a de belles lois qui sont appliquées ou qu'ils peuvent vivre facilement. Parce que derrière, il y a quand même la culture. Et la culture, forcément, elle a du temps, elle mettra du temps à évoluer. Pourquoi les cadres d'abord? Parce qu'en entreprise et dans les administrations, c'est souvent des cadres qui sont témoins des malversations, des cas d'harcèlement, des corruptions, des fraudes. Nous en avons entendu déjà quelques témoignages. Et donc, c'est les cadres d'abord qui peuvent être lanceurs d'alerte, et c'est aussi les cadres en tant que managers qui peuvent accompagner des personnes qui veulent alerte. Ceci, tout ça, c'est un peu facile peut-être à dire. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que cohérent avec ces engagements depuis 20 ans, nous nous sommes investis pour la création d'une maison des lanceurs d'alerte qui est née à Paris en 2018. Et donc, nous sommes membres fondateurs, nous sommes aussi membres du conseil d'administration avec d'autres associations et
des lanceurs d'alerte qui n'osent pas lancer l'alerte en interne. Et pourquoi ils n'osent pas lancer une alerte en interne? Moi, je considère, si j'ai un conseil à donner, c'est jamais lancer une alerte en interne d'une administration publique ou d'une entreprise si vous êtes isolé. Parce que est-ce qu'on a besoin de martyrs ou des héros ou des héroïnes, ou bien on a besoin des personnes qui alertent sur des dysfonctionnements, des choses graves, illégales, de la corruption. On a besoin surtout que ces alertes soient portées d'une manière la moins possible pour les individus qui la portent, et qu'elles soient réglées. Parce qu'on ne va pas alerter pour aller sur les plateaux de la télévision. On veut alerter parce qu'on veut dire la vérité, on veut que les dysfonctionnements soient réglés. Je pense que c'est la motivation majeure d'une personne correcte. Et alors, voilà, le rôle d'un syndicat. Le rôle d'un syndicat, c'est de porter une alerte de manière collective. Elle existe déjà, elle existait dans la loi depuis très longtemps, le droit d'alerte au niveau du CHCT, au niveau de l'entreprise. Et aujourd'hui, il y a un nouveau droit d'alerte. Et la loi Waserman, qui a été adoptée en mars 2002, déjà presque un an, qu'est-ce qu'elle dit? Déjà, elle facilite l'alerte. Un lanceur d'alerte peut alerter à l'intérieur, ou s'il trouve qu'il y a trop de délusions et trop de dangers pour alerter à l'intérieur, il peut alerter auprès des autorités qui sont définies maintenant par décret dans la loi, donc selon la corruption, ou selon la faute, ou selon le harcèlement, on saisit l'autorité compétente, ou bien s'il n'y a pas de réponse avec des délais qui sont fixés par la loi, on peut divulguer. Et donc il y a la raison d'alerte, souvent, qui aussi accueille des lanceurs d'alerte qui n'ont pas trouvé de réponse. L'autre option, et moi celle-là je la préconise aussi, et nous avons, je pense que Maureen Internet qui est à mon côté pourra en témoigner, nous avons aussi accompagné des alertes, des lanceurs d'alerte dans l'entreprise. Areva, ça n'est un exemple, mais il y a aussi d'autres entreprises, je peux citer des EPIC, des établissements publics commerciaux, où la CCT s'est portée garante de la collectivisation de l'alerte. Elle n'a pas laissé l'individu tout seul, toute seule, parce qu'elle se serait fait griller. On n'a pas besoin de martyrs, je le répète, et il ne faut pas aboutir à faire du mal à une personne, la briser, la meurtrir, parce que ce n'est pas de ça que la société la société a besoin. Donc moi j'ai des bons exemples, bien évidemment, des bonnes pratiques. Il y a aussi des situations dans lesquelles les syndicats ne se sentent pas capables. Ça peut arriver de ne pas défendre dans sa valeur. Mais il ne faut pas non plus arriver au syndicat lorsqu'on n'a plus de munitions, lorsqu'on a lancé l'alerte tout seul, lorsqu'on est déjà en danger, et dire maintenant tu me sauves, et je ne suis jamais été membre du syndicat, mais là tu me sauves parce que tu dois te défendre en anonyme, quelle que soit sa cause. Donc ça, moi je pense qu'après, il y a quand même des préconisations et des choses à faire. Les syndicats, avec la loi Waserman, ils ont aussi un rôle important. En interne, toujours, il y a des canaux de signalement. Juste pour vous dire, la loi Sapin, qui était la prédécesseur de la loi Waserman, a été adoptée en 2016. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. Il y a encore 2 administrations sur 3 en France qui n'ont aucun canal de signalement, qui est déjà dans la première étape, éventuellement pour sécuriser justement un lanceur d'alerte qui est protégé, dont les protections sont renforcées contre les représailles, contre tout type de sanctions. Moi je pense que si les lois aujourd'hui étaient appliquées, donc il y a du travail à faire.
La CFDT arrive aussi parfois des accords pour mettre en place des canaux de signalement. C'est important de les faire de manière aussi collective et pas attendre que les entreprises d'aujourd'hui s'adoptent des chartes plus ou moins éthiques de manière unilatérale, sans impliquer du tout la partie du travail. Et donc moi j'ai dit une chose aujourd'hui, peut-être, je suis modeste et humble de dire ça, un jour, si cette loi française s'applique avec tous les détails, peut-être on ne serait pas confronté aujourd'hui à des choses qu'on a entendues, qu'on va entendre encore plus terribles en France, parce que ces lois sont protectrices, mais il faut quand même les connaître, les faire vivre, les mettre en place. Donc, nous avons tous une responsabilité, et la première, c'est aussi de former les personnes à une culture positive de l'alerte, parce que c'est ça la problématique principale. Quelqu'un qui alerte, il ne le fait pas dans l'intérêt personnel, dans un intérêt commun, pour défendre les biens communs, quel qu'il soit, doit être facilité, doit être écouté, et son alerte doit être traitée. Voilà. Mais ça va être un peu long. Modestement, au niveau syndical, nous nous sommes engagés à former nos militants, parce que la culture de l'alerte n'est pas toujours positive non plus, parce que les militants syndicaux, nous faisons partie de la société civile, nous faisons partie de tous les citoyens, les perceptions, etc. Mais je pense que c'est en train d'évoluer. Regardez, là, il y a un titre d'un film qui va sortir bientôt, ça s'appelle L'assassinat. Moi, j'ai dit, on en parle. Merci Sandra. On va donner la parole à Bernard Nicolas, qui est journaliste et investigateur. Et ce qui nous intéressait, il y avait deux choses. Un, le statut de journaliste aujourd'hui, quand on est lanceur d'alerte, subit des peines qui sont différentes de ce qui était précédemment. Un journaliste qui était lanceur d'alerte pouvait être attaqué aussi. Aujourd'hui, les entreprises peuvent attaquer le pénal et attaquer ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, qu'est-ce qui motive un journaliste à dénoncer et comment les lanceurs d'alerte qui viennent voir un journaliste doivent être aussi alertés sur le fait que médiatiser n'est pas la seule solution. Ce que je vais dire. Tu as un micro devant. Voilà. Vous m'entendez? Écoutez, moi j'ai découvert le lanceur d'alerte au travers de l'affaire Orange France Télécom, dont voici une douzaine d'années maintenant, lorsque l'ingénieur de France Télécom, qui avait failli se suicider, lui m'a raconté son histoire. Et il m'a raconté comment, progressivement, il a été blacklisté et laissé dans les anciens locaux pendant 3 mois lors d'un déménagement, quand il a voulu se présenter dans le nouvel établissement, son service de recherche et développement. On lui a dit, en mettant la main sur la poitrine, monsieur, vous ne faites plus partie du personnel. Et donc, à partir de là, il n'a pas compris qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, il n'a toujours pas compris ce qui lui était arrivé. Ça fait 13 ans qu'il était dans la société, il était chez Orange, donc on n'avait pas le statut public. Et quand il m'a raconté cette histoire, je trouvais très touchant cette histoire, mais je lui ai dit, écoutez, moi je ne peux pas démarrer mon enquête sur votre seul témoignage. Avez-vous des pièces, des documents, ne serait-ce que vos échanges avec vos supérieurs hiérarchiques, quand vous avez senti que vous voulez vous écarter? Il me dit non seulement j'ai ça, mais il s'est laissé, il m'a posé 20 kilos de documents sur le bureau que j'ai vite rapidement consulté, et j'ai trouvé des éléments qui me permettaient de démarrer mon enquête, et notamment des outils de formation des managers. À l'époque, il faut se souvenir que Orange était en grande difficulté financière et avait pour objectif de faire partir 22 000 personnes en 3 ans. Par tous les moyens. C'était clair, c'était
Orange était en guerre avec ses concurrents, il fallait gagner cette guerre, et il pourrait y avoir mort. Il y a eu des morts. Et donc, à partir de là, je me suis aperçu que cet ingénieur n'était pas seul dans ce cas-là. J'ai trouvé une foultitude d'autres témoins un peu partout en France, et je me suis aperçu qu'effectivement, il y avait eu un système mis en place au sein d'Orange de ce que j'appelais tout à l'heure le management à la chienne, c'est-à-dire lorsque quelqu'un était dans la cible, il fallait atteindre cette cible et le faire partir à tout prix. Et ils ont réussi, parce qu'il y en a eu 30 000 qui sont partis au lieu de 20 000, avec des dégâts comme ça. Et j'avais à l'époque été stupéfait de trouver un outil qui était utilisé en psychiatrie par une psychiatre d'origine suisse-américaine qui s'appelle Elisabeth Kübler-Ross, qui s'appelait la courbe du deuil. Et elle expliquait à l'époque, cette psychiatre américaine, que pour aider quelqu'un à faire le deuil d'un proche, il y avait différents étapes pour le psychiatre à franchir. On savait qu'au départ, la personne serait dans le déni, dans la colère éventuellement, elle ne supportait pas l'idée que ce proche soit parti si tôt, etc. Elle va descendre progressivement, peut-être être en dépression, et l'objectif du psychiatre, c'est progressivement de le faire remonter et de lui faire accepter le deuil en question. Eh bien, ce schéma adopté en psychiatrie, cette stratégie déployée et déplacée et utilisée chez Orange France Télécom pour faire accepter une mutation forcée ou un départ aux agents de cette société. J'ai trouvé ça hallucinant parce que, effectivement, ça démontrait que Orange, la direction d'Orange, lorsqu'elle a mis en place ce système de Didier Lombard et ses deux acolytes, qui a été condamné en première instance et à l'appel, ce système-là permettait de dire, et c'est ce que j'ai laissé entendre dans mes enquêtes, qu'il y avait pour moi une forme de préméditation, c'est-à-dire que la direction d'Orange savait les dégâts que leur objectif pourrait avoir, que ces méthodes de management pourraient avoir. Et je me suis aperçu finalement que bien des années plus tard, à l'hôpital, dans l'hôpital public, on trouvait peu ou prou les mêmes méthodes. Alors, c'est un peu différent en ce sens que l'objectif n'était pas obligatoirement de faire partir les agents hospitaliers, c'est-à-dire ça partait du grand quartier jusqu'au professeur. Non, il s'agissait de leur faire comprendre que désormais, c'était les directeurs d'hôpitaux et les gestionnaires, les spécialistes de la finance, qui allaient reprendre en main la direction de l'hôpital au détriment du suivi des patients, de l'accueil des patients, de la prise en charge, etc. Et j'ai enquêté à l'hôpital et je me suis aperçu, au travers de drames survenus dans tel ou tel établissement hospitalier, notamment à Grenoble, un jeune anesthésiste qui s'est suicidé dans sa salle d'opération, et là ça a explosé et on s'est aperçu que tout ce qui était caché, rentré, a été révélé, c'est-à-dire l'omerta a été brisée dans cet hôpital et du plus petit ou de la plus petite infirmière, toute modeste, jusqu'au professeur émérite, tout le monde avait quelque chose à dénoncer. C'est-à-dire que, pour faire court, la tarification à l'acte, par exemple, dans l'hôpital, faisait que le patient est devenu un client et que tout le sens
de leur travail, de leur engagement dans le soin était dévoyé, était détruit. Et beaucoup ne comprenaient plus ce qu'ils faisaient dans l'hôpital. D'ailleurs, en ce moment, la crise de l'hôpital a son plein, si je peux dire, et beaucoup d'intervenants, enfin, de soignants au sens large, fuient l'hôpital pour ces raisons-là. Parce que, et puis derrière, il y a des gestionnaires, les directeurs d'hôpitaux, qui ont tout pouvoir, mettent une pression terrible hein, sur les médecins, sur les infirmiers, sur tout le monde en fait. Et donc, et en 2018, j'ai coécrit avec un ami qui s'appelle Éric Métro, au travers de la signature de 2 professeurs, un du CHU de Strasbourg et un de l'hôpital Georges Pompidou, un livre qui s'appelait « Hôpitaux en détresse, patients en danger » et où plusieurs témoignages montraient la réalité de cette situation. D'ailleurs, Christelle Maza avait accepté que l'on fasse son portrait et son engagement dans la défense de certains agents hospitaliers. Et bon, ça c'était une étape 2018. Et là, en 2023, je suis alerté, c'est le cas de le dire, par 3 agents de la Direction générale des finances publiques qui me disent, vous savez, on a vu votre travail à l'époque sur Orange et on vit peu ou prou la même chose chez nous. Ah, je dis tiens, j'ai jamais entendu parler. Et bon, il m'explique que eux sont les victimes d'une fusion qui a été imposée en 2008 par Nicolas Sarkozy, une fusion entre la Direction générale des impôts et la Direction générale des comptes publics, c'est-à-dire l'ancien Trésor public. Et qui dit fusion, dit apprentissage accéléré de nouveaux métiers pour certains. Certains sont un peu perdus, ils ne sont pas formés à ces nouveaux métiers. Et il y a des pressions exercées sur ces agents pour qu'ils soient performants, qu'ils soient efficients. C'était un terme aussi que j'avais connu à l'hôpital. Et cette fusion aussi a permis, puisqu'il fallait implanter des maisons des impôts en région, a permis aussi des suppressions d'emplois, et beaucoup d'emplois ont été supprimés sans qu'on le dise réellement à la Direction générale des services publics. Donc, de nombreux services sont aujourd'hui complètement désorganisés et vidés de leurs compétences en réalité. Et Stéphanie Gibault évoquait tout à l'heure l'évasion fiscale, les comptes offshore, les paradis fiscaux, etc. etc. Et ça fera certainement l'objet de la suite de mon enquête, mais il m'a été dit que progressivement, et je pense que Stéphanie n'y est pas pour rien, ainsi que Rémi Garnier, l'homme qui a dénoncé le compte Cahuzac, Rémi Garnier qui a subi des pressions terribles aussi à l'époque, et il était en Lot-et-Garonne. Je pense que vous avez fait peur au plus haut niveau de l'État et aux politiques, notamment, qui ont tous du fric banqué ailleurs. Et en ce moment, on m'a laissé dire que, vous laissez entendre que le contrôle fiscal, notamment, perdait de plus en plus de compétences. Les agents du contrôle fiscal, chargés du contrôle fiscal jusqu'ici, perdaient peu à peu le sens de leur travail et ils avaient de moins en moins de compétences, comme si on voulait les mettre un peu sous les témoins. Donc c'est intéressant. Bon, ça c'était une parenthèse, mais ça c'était pour rebondir par rapport à Stéphanie. Dans mon enquête sur la DGFiP, j'ai retrouvé, c'est extraordinaire, je pensais que tout ce qui s'était passé, les dégâts occasionnés à Orange France Télécom de l'hôpital avait suffi en termes de leçons de vie et de leçons de fonctionnement de l'entreprise. Eh bien non, j'ai retrouvé dans ce qu'on appelle le livret du manager, vous voyez, j'ai un petit exemplaire en couleur ici,
qui a été diffusé en 2020 auprès des agents, des cadres de la DGFiP, je retrouve ma courbe du deuil. Exactement. L'adaptation à un changement majeur passe par différentes étapes et décrit souvent une courbe comme illustrée dans ce diagramme inspiré des travaux d'Elisabeth Kübler-Ross sur le deuil. Je n'en croyais pas mes yeux. Je me suis dit, tiens, la revoilà, la courbe du deuil. En réalité, ce sont deux cabinets de conseil, Accenture et Alexio, qui ont été épinglés dans le dernier rapport sénatorial, le même titre que McKinsey, qui ont pondu ce document. Et pourquoi ça m'a interpellé? Parce que je retrouve exactement les mêmes éléments de langage qu'à l'époque chez Orange, c'est-à-dire qu'on dit au cadre, vous allez rencontrer des engagés et des constructifs, il faut s'appuyer sur eux, leur donner de la reconnaissance et du temps. Vous verrez les passifs, les déchirés, les hésitants, essayer d'en faire des alliés, terme guerrier à nouveau, ne pas s'en faire des opposants, et derrière, vous avez les opposants irréductibles, il faut essayer de les convaincre, mais si ça ne marche pas, il ne faut pas s'y épuiser. On sait exactement ce que ça veut dire. Bon, je me dis, les leçons du passé ont été tirées. C'est incroyable que dans les directions générales des finances publiques, un ministère quand même stratégique, c'est pas Stéphanie Gibault qui va dire le contraire, on utilise des méthodes aussi destructrices de l'individu. Et moi, je pensais pouvoir travailler sur autre chose, mais je pense que je vais être obligé, contraint d'y revenir. Pour finir, je voudrais répondre à Stéphanie à propos de la médiatisation. Moi, j'essaie de faire ma part, modestement, dans mes enquêtes, dans mes documentaires, etc., dans les livres éventuellement que j'ai écrits. Mais notre difficulté à nos journalistes, c'est de trouver un diffuseur. Et lorsque vous arrivez avec un sujet sensible, il faut être quand même très très convaincant, arriver au bon moment, c'est-à-dire dans un climat particulier de révélation tous azimuts. Et voilà, ma difficulté, moi, depuis longtemps, ça fait presque 30 ans que je fais de l'investigation, j'ai fait une quarantaine de films, j'ai écrit une dizaine de livres, mais ça a été de trouver, quand j'avais une bonne idée, j'estime avoir une bonne idée, qu'il fallait mettre dans la lumière un certain nombre de personnes, de situations, d'affaires au sens large, il m'a fallu trouver un diffuseur. Et aujourd'hui, évidemment, la difficulté, c'est de trouver un diffuseur. Mais voilà, je vais essayer de continuer et de convaincre les diffuseurs les plus, comment dirais-je, discrets jusqu'ici, à se lancer, quoi, et estimer qu'effectivement, il est d'utilité publique de révéler un certain nombre de choses. C'est ce que j'essaie de faire, modestement, encore une fois. Mais bon, ça n'est jamais simple. Voilà, je pourrais en parler des heures, donc je m'arrête. J'étais un peu long, excuse-moi, Dorothée. Merci Bernard. On va passer à quand je vous ai eu au téléphone la première fois, je ne savais pas par comment vous parler parce que votre histoire est terrible, difficile de l'aborder. Et je vous l'analyse, c'est de demander si s'en sortir, comment peut-on, en tant que femme, sortir, situation pareille, violation de des maladies, ça aussi des maladies, c'est pour ça que je viens témoigner, parce que je veux parfois, il y a pas aussi fruit d'un autre, c'était aussi ce que j'avais envie de témoigner. Bonjour à nouveau. Donc on va
j'ai négocié ces contrats entre EDF et la Chine. D'abord, je dirais que c'est à cause de mon éducation. Je suis irlandaise. Je faisais partie des premières générations qui a vécu en Irlande indépendante après 800 ans de colonisation par les Anglais. Donc toute notre éducation était basée sur la réussite. Et la réussite pour nous, c'était comment on se comportait les uns envers les autres. Ça n'a jamais été le fric, un super job. On estime qu'on a réussi si on est bienveillant, si on est intègre et si on a du respect. Quand j'étais donc ça c'était pour décrire un petit peu d'où je viens. Chez Mariva, je me suis syndiquée à la CFDT après 7 ans après être entrée en tant que prof d'anglais, car j'ai vu des ingénieurs en grande souffrance et qui étaient virés sans indemnité, sans rien. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à gratter pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait. Et quelqu'un de la CFDT m'a dit, au lieu de nous emmener, rejoignez toi, ce que j'ai fait. Bon, rapidement, les valeurs de la CFDT m'ont beaucoup touchée. Je me suis sentie bien. Et en 2004, j'étais élue secrétaire générale du comité de groupe européen d'Areva, proposé dans la CFDT. J'aurais commencé mon mandat, c'était mon dernier mandat en 2012. Ça faisait un an que j'avais demandé à arrêter. Je ne voulais plus continuer, car je savais à l'ouvrage a été viré par Sarkozy. Le travail avec elle, c'était constructif. Et son remplaçant n'était pas du tout dans le même optique que en novembre 2011, j'ai eu une copie d'un contrat entre EDF et la Chine avec un transfert massif de technologie et de savoir-faire envers les Chinois. Cette première accord avec le comité de groupe européen et avec la CFDT, on a écrit tout et on a réussi à le faire arrêter. Bernard Cazeneuve et Jean-Marc Ayrault étaient dans l'opposition à cette époque-là. Et donc ils ont écrit à Fillon qui n'avait pas l'air au courant et qui l'a stoppé net. Quand les socialistes ont pris le pouvoir en 2012, Bernard Cazeneuve m'appelle en me disant qu'il faut une voix très rapidement. C'est urgent. Donc je suis allée voir avec le responsable de la CFDT chez Jean-Pierre Bachmann et il nous a dit qu'il y a un contrat entre ODF et CGC chez moi et c'est très mauvais pour la forêt. J'ai alerté mon réseau partout à Paris, les journalistes, les politiques, les différentes personnes. J'ai fini par avoir encore une copie de ce nouveau contrat qui allait effectivement encore plus loin que le contrat de 2011 parce qu'il permettait d'abord transformer la technologie et en retour, ça permettait aux Chinois de venir construire des centres en France. C'était écrit noir sur blanc avec cette perte de compétences et cette perte de savoir-faire dans l'industrie nucléaire que nous vivons aujourd'hui. Donc, entre septembre et décembre 2012, j'ai beaucoup alerté, on a beaucoup alerté, on a envoyé des communiqués de presse, on a rencontré des dizaines de politiques, donc on a parlé de ce contrat. C'était très bizarre parce que ça avait l'air d'être une patate chaude. Personne ne voulait, vous devez devenir tel. Et donc, on va voir tous les jours les sont extérieurs.
Et c'est la semaine avant l'action, on a voté au Parlement européen à l'unanimité la mise au tribunal de notre PDG, car on n'avait pas été informé ni consulté sur ce contrat. Cette personne m'a verbalement agressé à plusieurs reprises, mais m'a roulé dessus pendant tous les jours d'une heure. Et on m'a dit que j'étais habitude, que lui avait du pouvoir et qu'il pouvait faire ce qu'il voulait avec moi. Lors de cette réunion, il y a deux personnes avec moi qui n'ont pas bougé. Ils n'ont pas dit une seule mot. Et ça, je leur en ai voulu. Le samedi 15 décembre, j'ai contacté Bernard Cazeneuve et Arnaud Montand en leur disant que ça changeait rien et qu'il fallait qu'il se passe quelque chose. Donc, Cazeneuve a proposé de l'appeler, je me rappelle tout très bien, le 17 décembre. Je me préparais pour partir. J'étais dans un bas. Et quelqu'un est arrivé qui a mis un caillou sur la tête, qui m'a emmené de force dans ma salon, qui était à côté de la salle de bain, qui m'a attaché les pieds à la chaise, les mains derrière le dos, un sparadrap sur la bouche, une caillou sur la tête. Il m'a baissé le collant et il a commencé à me couper le ventre. Je ne savais pas qu'est-ce qui se passait. Et à ce moment-là, mon esprit est parti. Ça c'est bon. J'étais en état de dissociation. Et j'étais persuadée d'avoir mes intestins sur les genoux. Je sentis la chaleur de mes intestins. Et par la suite, je m'a violée avec tout. En me disant c'est la dernière avertissement, il n'y aurait pas d'autre. Et il est parti. Je suis restée attachée pendant plusieurs heures. Et il y avait la chance qu'on a plongé ce jour-là. Donc elle m'a levée et moi je ne voulais pas relaxer, j'avais trop peur. Et elle a appelé mon mari qui lui a dit qu'il fallait appeler la police. Les pompiers sont venus, les gendarmes, et là ça a commencé. Des questionnements. J'étais examinée intimement 4 fois en 3 jours. J'ai vu tous les gens qui fait je sais pas combien de psychiatres qui ont tous dit que mon état correspondait exactement à ce que je rajoutais, qu'il n'y avait aucune manipulation, que j'étais pas autonome. Les jours passent, j'étais dans une situation totale. Je n'arrivais pas à dormir, je n'arrivais pas à manger, et j'étais en alerte. Et il y avait des choses que j'ai intuitivement senti qui n'allaient pas. Au bout de quelques semaines, j'étais mise en garde à vue pendant 10 heures. On m'a insultée, on m'a menacée, on m'a dit que j'étais rien du tout, que personne ne me croyait, ni ma famille, ni mes amis, ni la société, ni personne. Et il fallait que j'entende l'histoire. Et il y avait la question que je leur dise que ça que j'ai vécu, je l'avais imaginé. Et à un moment, on me laisse tout seul dans un bureau. Et quelqu'un est venu, je ne le connaissais pas. Et il m'a dit soit vous dites que c'est vous, soit la couleur oppresseur de la justice innocente, que ni vous, ni votre famille vous en sortirez. Jamais. Et il est parti. Les deux autres sont revenus et je leur ai dit
J'ai tout imaginé. J'ai tout mettre en scène. Ils m'ont dit comment. Et je ne sais pas. Je ne sais pas comment. Mais j'ai tout le faire. Ils ont appelé le procureur pour qu'il vienne m'écouter. Et là, le procureur s'est revenu comme mon témoignage de festival n'était pas là. Donc il m'a donné des jours pour écrire des aveux circonstanciés. Et je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et une fois tirée de la gendarmerie, j'étais terrorisée. Chaque cellule de mon corps était dans un état de peur épouvantable. Bon, bref, la plainte que j'avais posée, je crois, pour agression sexuelle, je peux vous le montrer, c'est marqué fait, viol, torture, séquestration, etc. Et on dessus, les faits dont vous avez dénoncés sont pas pris par la loi en France et à classe sans suite. Et ça, c'est un document que j'ai géré. Et à partir de là, on allait voir sa mémoire. J'ai été mise en examen pour délit imaginaire. J'ai été condamnée en première instance. Je ne parle pas des 5 ans qui sont passés dans une maison à brûler, où on n'a jamais, les ingénieurs n'avaient jamais fait des parties de feu. Donc il a fallu faire empreinte, évidemment, pour refaire la maison. La mission de mon frère avait été une circonstance très bizarre. L'autopsie n'a pas trouvé la cause de la mort. Alors il y a peut-être un lien entre tout ça, mais tout est arrivé. J'ai relu récemment la mémoire parce que je sais que le faire tout ça, la conclusion du procureur français. Où là, c'est marqué, avec les 3 doigts de la gauche, je me suis attachée parce que j'avais encore toujours des corps sur l'épaule droite. Donc, il y avait un scientifique qui disait que j'avais une immobilité fonctionnelle. Mais pour les jeunes, je peux le faire avec les 3 doigts de la gauche. Que je ne pouvais pas sentir une sur mon ventre parce que les coupures sur mon ventre n'étaient pas assez profondes. Ça, c'est écrit. J'ai fait appel. J'étais complètement innocente en appel. L'appel a dénoncé les cas manifestes de l'enquête. Les dossiers scellés ADN a disparu. Les dossiers empreintes avaient disparu. Rien ne tenait la route. Mais au moins, j'étais innocente. Et après, j'ai commencé à reconstruire. Grâce à des thérapeutes, grâce à la cité, grâce à mes amis. La cité était là pendant 6 ans. Ils m'ont accompagné, ils m'ont accompagné psychologiquement, matériellement, parce que je n'aurais jamais pu aller jusqu'au bout. À plusieurs reprises, on pense au suicide, parce qu'on a peur. J'ai une fille, j'ai une petite fille. Et je me suis dit, ça peut arriver. Est-ce que c'est pas mieux que je ne sois plus là? Et comme ça, eux ne seront plus en danger. Et il y avait quelque chose qui me retenait. Je me disais, c'est pire pour eux. Si moi, je suis plus là. Mais mon histoire aussi aujourd'hui, c'est pour dire aux personnes, aux lanceurs d'alerte, aux femmes victimes de violence, qu'on peut se sentir, qu'on peut retrouver la vie, qu'on peut retrouver la joie. Aujourd'hui, un combat a changé, c'est un combat syndical, c'est un combat pour les violences faites aux femmes. 80% de classes qui sont suicides.
1% de condamnation pour viol en France. Les enfants victimes de violences sexuelles, 160 000, 1% de condamnation également. Donc c'est dans ce sens-là que je suis aujourd'hui. Mais il faut bien s'entourer. Il faut faire thérapie. Il faut prendre des mots sur ce que j'ai, sur ce que j'étais incapable de faire au premier procès. Entre-temps, j'ai vraiment rencontré le thérapeute qu'il fallait. C'était un médecin qui s'appelle Alain. Ça faisait 40 ans qu'il était traité des soldats qui avaient la guerre, tout ça. Et c'est lui qui m'a vraiment sorti de la maladie. Excusez-moi. Il est témoigné aussi. Et donc, je pense que ça aussi, ça a été des choses qui m'ont aidé à m'en sortir. Aujourd'hui, malgré tout ce que je viens de dire, je vais assez bien. J'ai eu le choix de vivre. Ces femmes avec laquelle je travaille, il y a des batailles, beaucoup de gagnants, mais on les voit à travers les années, retrouver le sourire, comment j'ai pu le faire, retrouver ton vie, retrouver des amis, retrouver des amitiés. Voilà. Et je voudrais simplement lire la citation de Churchill, qui n'est pas particulièrement j'apprécie. Il est bien les années, mais bon. Il a même dit, la vérité est tellement importante qu'il faut le protéger derrière une barrière de mensonge. Merci à tous. Merci beaucoup Maureen pour ce témoignage. Je vais laisser la parole maintenant à Claire Maza et ensuite à Christelle, il n'y arrive pas jamais. Qui sont avocats l'un et l'autre, qui vont nous expliquer comment ils peuvent accompagner les enseignants. Alors j'ai la difficile tâche d'intervenir après un de ces vidéos pour faire ce témoignage. J'aurais énormément de choses à dire sur le harcèlement des lanceurs d'alerte dans la fonction publique. Et en fait, j'ai choisi un axe bien particulier qui peut se tenir alarmiste à dessein et qui a pour objectif d'alerter sur les constats que je peux faire avec les clients après des années de travail avec des agents publics au sein des services de l'État. Afin de montrer que malgré des discours un peu sinistres que l'on peut entendre sur les affaires de corruption qui grèvent les pays européens dans le monde en général, on savait aussi proche de nous, on savait peut-être moins. Mais derrière ces discours sinistres, il y a aussi des notes d'espoir. Et mon travail actuellement, c'est d'essayer de développer une libération de la parole chez les fonctionnaires, comme on peut le trouver dans d'autres mouvements qu'on a connus avec le mouvement MeToo, mais pas que tous les mouvements qui se sont succédés par la suite, mais que l'on peine à voir dans le service public. Que l'on ait, ça donne une dimension plus solennelle, que l'on ait, il y a quelques mois, avec les magistrats de l'ordre judiciaire, pour la première fois, sont descendus dans la rue après un suicide d'une magistrate, qu'on a j'essaie de me concentrer dans l'abstraction de la chorale. Donc des signes d'espoir qui montrent que des collectifs de fonctionnaires, et pas des moindres, c'est-à-dire ceux qui sont le plus soumis au devoir de réserve, sont en train de dénoncer un certain nombre de dysfonctionnements systémiques qui touchent aux fondamentaux démocratiques de notre République. Il y a quelques mois, si tu fais ça un an après, je suis sortie de salle d'audience, pour ne pas la nommer, de la Cour administrative d'appel de Paris, c'est la juridiction administrative,
très en colère, excessivement en colère, parce qu'une fois de plus, je me heurtais à un déni judiciaire sur la compréhension des situations de harcèlement moral pour un agent de la fonction publique hospitalière, très exactement. Je dénonçais des méthodes et systèmes qui font que certaines procédures administratives, pour les procédures ne sont pas vraiment respectées, les décisions sont prises à l'avance, les méthodes managériales brutales. J'en fais pas une généralité, mais c'est ce que la plupart du temps, quand on vient vous voir, c'est des dossiers comme ça. Et j'étais très en colère, parce qu'il y a cette usure, évidemment, on dit, mais en fait, on va jamais y arriver. On se heurte à cette juridiction qui ne reconnaît que très rarement le harcèlement interpersonnel et absolument pas le harcèlement institutionnel. Comment on va dénoncer sur la voie judiciaire ce qui se passe dans le service public? Je me suis dit, telle colère négative, c'est pas très utile. Alors j'avais dit, comment on fait une colère utile? Évidemment, mettre en colère, c'est bien, mais il faut que ce soit efficace. Alors j'ai commencé à avoir écrit sur le sujet, qu'est-ce que la colère? J'ai eu une formation en philosophie du droit, c'est assez utile. Et puis j'ai lu un article qui comparait la France et le Brésil et qui disait en substance que dans les pays démocratiques, quand le sentiment qui se développe face à l'injustice, c'est l'indignation. Et dans les pays non démocratiques, comme était à l'époque de cet article le Brésil, bon, on ne serait pas sur le sujet actuel, ça va pas sujet. Le sentiment, l'émotion qui se réveille face à ce sentiment d'injustice, c'est le désespoir. Et en fait, ce à quoi j'assiste actuellement dans le service public, c'est que ça va tellement mal et qu'on a tellement l'impression de dire des choses qui ne servent à rien parce que le système est trop puissant et à gagner, que les fonctionnaires ne sont pas dans l'indignation. Ils sont dans le désespoir. Et là, mon travail, en fait, c'est de redonner une culture de l'indignation au sein du service public pour que, justement, on ne soit pas dans ces pays où, finalement, en France, on se retrouve dans une forme d'autocensure qui est ce que j'appelle l'emprise de la fonction. Les fonctionnaires sont dévoués à leur mission. Je pense en particulier aux soignants et aux paramédicaux dans les hôpitaux publics. Je pense aux magistrats, aux personnels de greffe en justice. Il y a les policiers, les militaires, il y a des continuités de service extrêmement fortes, parce que le service de feu ne doit jamais s'arrêter, qui, au prix de leur vie, au sacrifice de leur vie, continuent à assurer leur fonction. Alors qu'ils sont sous-effectifs, qu'ils sont épuisés, que le respect du temps de travail est un mythe, et que clairement le système ne respecte pas les conditions de travail, c'est le cas du code du travail, qui est d'ailleurs extrêmement peu, voire pas appliqué par le juge administratif lorsqu'on soulève ce moyen. Parce que là, l'État est un employeur au sens du juge administratif, pas tout à fait comme les autres, même si la loi est la même, elle n'est quasiment pas appliquée sur ce qu'on appelle l'obligation de protection de la santé et la sécurité au travail. Parmi cette gestion des risques psychosociaux, il y a le harcèlement moral et le harcèlement sexuel. Alors j'ai été sensible au propos de Franca Salvini, puisque je suis moi-même d'origine italienne avec la nationalité san-marinoise, tout à fait d'Italie, quand même un peu. Et très tôt, je me suis intéressée évidemment à l'histoire des mafias, et en particulier la Cosa Nostra en Sicile. Et pour dire à quel point la force de son engagement est réelle au cabinet, les postes de mes collaborateurs s'appellent Falcone et Borsellino, et même Bernardino Vero, qui est le premier maire associé de Corleone à avoir été assassiné par la mafia au début du XXe siècle. En fait, quand on regarde l'histoire des mafias, c'est la Cosa Nostra que je connais le mieux, on se rend compte que ce qui fait la corruption et la criminalité organisée, c'est la défaillance de l'État, ce sont les failles du système. Si je parle de ça, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a des juges d'instruction extrêmement courageux, dont Serge Leclerc en France, et puis ce juge dont je regrette d'avoir oublié le nom belge, qui s'occupe actuellement de la corruption par le Parlement européen, qui a fait une interview remarquable il y a quelques jours, je crois, dans le monde, et qui explique qu'aujourd'hui, la Belgique et les Pays-Bas sont considérés comme des narco-États, compte tenu des trafics de drogue, par la corruption notamment des fonctionnaires de douane et dans les ports, et que le France est aussi encore gangréné par le trafic de drogue, et il alerte la France et les pays européens sur les risques de corruption massive qui peuvent exister à très haut niveau. Ce qui gangrène aussi le pays, c'est des mécanismes d'entre-soi qu'il peut y avoir au sein de la haute fonction publique. Tous les scandales
qu'on entend actuellement, et c'est que la partie émergée de l'iceberg, font que malheureusement, il y a une absence, soit une absence de réglementation, soit une absence de contrôle, soit des organes étatiques défaillants, qui font qu'il y a trop de trous dans la raquette. Et ça, c'est la porte d'entrée à la criminalité organisée. Et c'est pour ça que j'alerte, parce que les agents publics, à toute petite échelle, c'est-à-dire qu'on entend parler de grands scandales, quand actuellement sont les problématiques du Qatar, mais il faut savoir qu'avant d'arriver à ce niveau-là, il y a aussi ce que j'appelle la plus petite corruption, celle qui est moins paillette et moins médiatique, et c'est par ces voies-là d'entrée-là, les mafias, la mafia, c'est un terme un peu confus, c'est ce qu'on appelle globalement la criminalité organisée, voire le dévoiement, le contournement de toutes les règles déontologiques de la fonction publique. Les fonctionnaires sont soumis à des obligations strictes qui garantissent la neutralité de l'État et par ricochet aussi un système de justice sociale. À partir du moment où ces grands principes sont rompus, la démocratie est en danger. Et ces grandes affaires, ce ne sont pas des polars ou des choses qui doivent exciter le voyeurisme en lisant la presse, ce sont des choses qui doivent nous alarmer et pour lesquelles nous devons collectivement nous engager afin de dénoncer au maximum ces systèmes mis en place. Car quand la gangrène est trop profonde, il est très difficile de revenir en arrière et beaucoup de pays peuvent en témoigner. J'ai moi-même rencontré l'association anti-mafia à Palerme et Corleone. Leur travail se résume à de l'information. Ils font en fait, ils déromantisent un film, pourtant j'affectionne particulièrement le parrain de Francis Ford Coppola, mais qui a fait beaucoup de mal en fait aux luttes anti-mafia, parce qu'on a romantisé les parrains. D'ailleurs, le dernier grand parrain de la Cosa Nostra a été arrêté il y a quelques jours après 30 ans de cavale de Palerme. Comme ce temps-là, c'est des gens qui vivent presque normalement aussi au sein des collectivités. C'est quand même gratifiant, mais sans alléger notre pays et mes voisins, il y a des choses totalement anormales qui se passent et qui doivent continuer d'alerter. Borselli disait d'ailleurs que la meilleure façon de lutter contre la mafia, c'est de parler de la mafia, à la télévision, à la radio, partout, parler. La libération de la parole, c'est quelque chose d'essentiel parce que ça essentialise les choses. Il faut les prendre en pleine conscience et comprendre que ces choses existent. Si les fonctionnaires parlaient, il y aurait beaucoup de choses, je pense, qui pourraient s'autoréguler parce qu'ils sont au cœur du système. C'est eux qui connaissent le fonctionnement de l'appareil et que la majorité des fonctionnaires sont pour un système d'intérêt général et démocratique. Et c'est une minorité de personnes. Au même titre que c'est une minorité de personnes qui détient le maximum de richesse, c'est une minorité de personnes qui détient le maximum de pouvoir. Or, le collectif, les agents publics, et je m'exprime plus du nom des agents publics, évidemment, non pas les citoyens de manière globale, quoique on peut aussi les intégrer, ces agents publics peuvent tout à fait faire stopper ces pratiques à la condition d'être protégés dans leur signalement. Le Code de procédure pénale permet à tout agent public de dénoncer un crime et délit dont il serait le témoin. C'est l'article 40. La procédure télécom, d'ailleurs, c'est une inspectrice du travail qui a fait un remarquable article 40 au parquet qui a permis d'ouvrir une information sur les pratiques tentaculaires de cette entreprise sur tout le territoire, politique managériale qui visait donc à dégraisser les effectifs. Et je rejoins les propos de Bernard Nicolas. On aurait pu penser que cette procédure, dont j'ai moi-même mis beaucoup de semaines à me remettre, et tellement j'ai pu être choquée de ce qui a pu être mis en place au plus haut sommet de l'État. Sachant que l'entreprise étant de droit privé, elle fait écran à la responsabilité pénale de certains dirigeants et représentants de l'État. Il y a d'autres affaires scandaleuses qu'on a eues, dont l'affaire du sang contaminé qui a permis la création de la Cour de justice de la République. Très récemment, j'en ai parlé de le citer parce que j'ai fait c'est un travail remarquable d'écriture. Vincent Lazare, qui est réalisateur et auteur, qui a écrit un podcast qui est écouté sur l'affaire Sensible sans Internet, sur l'affaire Pygmalion, qui met à jour déjà une politique de la corruption qui éclatera plus tard. Dernièrement, on a le parquet national financier qui a ouvert une enquête sur le financement de la campagne électorale de Macron à la suite du scandale des rapports McKinsey. Donc en fait, avant encore de faire des comptes de campagne maladures et
En fait, on voit qu'il y a constance dans les affaires politiques et touchant au profond du cœur du système, qu'à chaque fois on avance. C'est l'affaire Cahuzac qui a permis d'ailleurs de promulguer la loi en 2016 sur la déontologie des fonctionnaires. Quand même, c'était il y a seulement 6 ans que cette loi a été promulguée, qu'on a renforcé la réglementation sur les conflits d'intérêts, le pantouflage, etc. C'est quand même extrêmement récent, mais c'est encore trop insuffisant. Et surtout, il n'y a pas cette culture de, j'avais appelé ça de solidarité au sein des services, qui fait que dans certains pays dans le monde, qui fonctionnent très différemment, transparent de la vie publique, il y a des choses, je pense, qui tombent dans notre chaise, vous voyez ce qui se passe dans notre pays. Donc c'est une vraie culture du comportement des élus, des politiques et de la fonction publique. Mais tout ceci est un système qui est extrêmement complexe à attaquer frontalement, parce que le système est malin, il est puissant et il est surtout, j'en reviens à l'intérêt de dénoncer, de libérer la parole. Ce système est silencieux, il est feutré. Et des grandes pratiques de la collaboration, c'est à la fois de laisser courir les situations, de ne jamais répondre. Le système de message, j'en ai quelques exemples dans le monde judiciaire, c'est à la fois le silence, qu'on appelle aussi l'omerta. Je ne reviendrai pas sur la terme qui est extrêmement intéressant, qui est né avec les mafias. Et la décontextualisation. Décontextualisation, c'est un outil de propagande soviétique. Décontextualiser les choses, c'est prendre un tout petit bout de la lorgnette et occulter tout le reste. Or, les affaires de harcèlement, elles sont extrêmement complexes. C'est l'implication de beaucoup de phénomènes, de répétition d'agissements qui viennent tous azimuts dans tous les sens. Il faut qu'à un moment donné, c'est tout bien le tireur. Qui est responsable? Et dans l'administration, il y a des millefeuilles administratives qui ont été créées d'ailleurs pour ça, stimuler les responsabilités pénales. On ne sait pas qui est l'auteur. Je disais que j'allais prendre un exemple en justice. Par exemple, devant le juge administratif, comme toutes les juridictions, on désengorger les tribunaux qu'on estime trop engorgés, en particulier par les affaires de fonctionnaires et des droits des étrangers. Alors on a fait des textes. Un en particulier qui fait que quand vous faites une demande indemnitaire à l'administration, c'est-à-dire vous estimez que l'administration a commis une faute, par exemple pour harcèlement, manquement d'obligation de sélection, vous engagez la responsabilité de l'État, vous demandez réparation de préjudice. Si l'administration ne répond pas expressément à votre demande, votre saisie du tribunal administratif est irrecevable. Tant que l'administration n'a pas répondu, vous ne pouvez pas saisir le tribunal. Donc quand vous êtes comme ça, vous dites, bon, et si l'administration ne répond jamais, qu'est-ce que je fais? Alors vous devez faire une autre procédure pour essayer de créer une décision, de faire en sorte qu'on réponde. Une autre habitude, c'est de, par exemple, les déclarations d'accident de service, vous envoyez votre dossier. Tant que l'administration ne s'est pas prononcée sur l'accident, vous êtes placé ce qu'on appelle en congé d'invalidité temporaire imputable au service le 6. Vous êtes placé en 6 à titre temporaire, donc vous conservez votre pleine rémunération. Mais alors, faire traîner des dossiers qu'on n'a pas trop envie d'examiner, je parle de dossiers où il y a des suicides, des tentatives de suicide, des lanceurs d'alerte, on vous écrit 3 fois en vous disant « Ah, il manque le certificat initial, vous n'avez pas bien écrit, voilà. » Et ça passe des semaines, des mois, et en fait, il ne se passe rien. Mais vous devenez fou, vous devenez fou. Et c'est une autre forme de violence, c'est une violence institutionnalisée. On explique aujourd'hui comment faire traîner les dossiers. Voilà. Et alors, j'aurais des milliers d'exemples à vous citer, je m'arrêterai peut-être juste là. Mais en conclusion, je voudrais simplement dire que tous les fonctionnaires, et il y en a beaucoup, et je salue leur courage, parce que c'est pas facile quand on est dans le cœur du système, qu'on est un petit agent et qu'on voit un scandale terrible de détournement de marché public, de fonds publics, de prise illégale d'intérêt, qu'on est face à des puissances et qu'on se dit mais jamais je vais oser dénoncer. Il faut dénoncer. Parce que même si c'est difficile, aujourd'hui, moi j'ai le cas récemment, j'ai fait condamner l'Élysée pour harcèlement, déjà j'étais très fière. Condamnation d'un chef de service après des mois et des années d'errance de carrière. À la suite de ça, j'ai médiatisé, j'ai reçu des appels et des messages de fonctionnaires qui m'ont dit vous rendez la chose possible. Je me suis dit c'est déjà un premier pas, c'est-à-dire que ça donne de l'espoir aussi à tous ceux qui n'osent pas et qui se disent le chemin est trop difficile. Là récemment, j'ai fait condamner un SDIS, service d'incendie départemental. Sécurité incendie pompiers, entre autres. Et à la suite de cette condamnation qui est extrêmement
complexe à obtenir après des années de procédures d'abattement terribles, soulagement pour l'agent. J'ai 5 personnes qui m'ont contacté en m'indiquant, voilà, maintenant on serait prêt à parler. Ils se disent, bon, il y en a beaucoup en France où il y a des problématiques de harcèlement, voilà. Mais bon, on peut des problèmes partout dans le service public. Et je termine juste sur le service public. C'est très difficile quand vous connaissez un sujet de voir les discours du gouvernement, les discours officiels, et de voir la réalité concrète, ce dont on aurait besoin, cette discordance mentale. Intentionnelle ou pas, je n'irai pas sur ce terrain-là aujourd'hui en tout cas. De saluer aussi vraiment le courage de toutes ces personnes, parce que si on savait réellement ce qui se passait, et pour répondre à la question de la médiatisation, de trouver des diffuseurs, moi j'ai des journalistes qui m'ont contacté pour parler de ce qui se passait dans les hôpitaux, à condition qu'il y ait des morts dans les couloirs et que ça touche les patients. À chaque fois que j'évoquais les problématiques qui paraissent, alors évidemment c'est des sujets extrêmement intéressants, ça, ce sont les conséquences. Enfin, le grand public doit savoir, mais en amont, il y a aussi la vraie explication. Qu'est-ce qui se passe au sein de l'hôpital public? Pourquoi on ne raconte pas exactement la structuration des services, les politiques qui sont mises en place, pourquoi ça ne fonctionne pas? Et ça, c'est très difficile, effectivement, de trouver des diffuseurs qui veulent s'attaquer directement au système. Il faut savoir aussi que les journalistes subissent beaucoup de pression, beaucoup de pression. De plus en plus de pression, ça devient de plus en plus difficile de dénoncer que nous, avocats, nous avons encore une grande liberté. Mais en fait, c'est sur les sujets qu'on traite, liberté qui peut devenir parfois un peu plus difficile. Voilà. Merci. Oui, merci beaucoup. Alors, moi je vais terminer et je vous apparaît peut-être un peu plus terre à terre, parce que effectivement, il y a une série de témoignages extrêmement douloureux, extrêmement poignant. Il y a eu le fait de ce que les déposants ont tous rappelé que le soutien à la collectivité était essentiel, et mon confrère évoquait effectivement la difficulté de faire face notamment au juge administratif et à l'administration. Tout cela, ça nous renvoie à cette problématique effectivement du harcèlement, le harcèlement moral, le harcèlement sexuel et le lanceur d'alerte. Alors, par rapport à tout cela, quelles sont les avancées, quelles sont les améliorations? Et effectivement, la représentante de la maison des lanceurs d'alerte l'a souligné, on a un dispositif en France qui est parmi, j'ai envie de dire, les plus efficients au sein de l'Union européenne, même si effectivement, et je pense qu'on se rejoint à ce sujet, la question pécuniaire, c'est-à-dire le soutien pécunier aux lanceurs d'alerte, peut être insuffisante dans notre système. Et hélas, comme vous le savez, souvent l'argent c'est le nerf de la guerre. J'ai des procédures, faire face à de multiples procès, etc. Oui, hélas, c'est onéreux et on se retrouve dans une forme de solitude si on n'est pas soutenu et si on n'est pas entouré. Alors, ce lanceur d'alerte, à qui va-t-il s'adresser en matière de harcèlement moral et ou sexuel? Si on prend les textes, eh bien effectivement, avec la réforme de la loi Warsmann, il peut, sous certaines conditions, lancer l'alerte à des organisations qui ont été identifiées par décret, et effectivement, s'il n'y a pas de réaction, il peut révéler l'alerte de manière publique. Au préalable, effectivement, il y a le circuit interne, c'est le référent, puisque effectivement, il appartient aux entreprises, et cela est repris au Code du travail, d'instituer un référent harcèlement moral sexuel. Ce référent, effectivement, alors, ce qu'on constate, c'est sans doute la même problématique avec ce qu'on appelle les enquêtes de service ou les enquêtes de commandement dans l'administration. Ce référent, c'est souvent le DRH, assez naturellement, effectivement. Le référent social, sexuel ou harcèlement, c'est souvent le DRH et c'est souvent lui, effectivement, qui, sous sa direction, va conduire l'investigation, ce qu'on appelle l'enquête interne. Il est important de constater que, au sein des instances représentatives et au sein
particulièrement du CSE, le CSE doit normalement également désigner un référent, puisqu'il y a un référent sexisme qui est prévu et qui est un membre du CSE. Ce référent sexisme, il est extrêmement important parce qu'il va être un facilitateur. Ce facilitateur, et ça c'est une des grandes avancées de la loi Warsmann, c'est qu'elle a créé ce statut intermédiaire entre le lanceur d'alerte et celui éventuellement qui a été victime, parce que je me rappelle que le lanceur d'alerte n'est pas nécessairement la victime des agissements, il doit l'avoir constaté, il doit l'avoir fait de bonne foi et sans intention de nuire. C'est la définition même du lanceur d'alerte. Et donc effectivement, la loi Warsmann a créé ce statut de facilitateur. Le facilitateur, ça va être le groupe, les individus, les éléments, et pourquoi pas effectivement ces membres du CSE qui vont appuyer, qui vont aider le lanceur d'alerte à construire et à permettre la révélation. Parce que effectivement, et c'est ce qu'on a tous constaté, c'est ce que vous disiez d'ailleurs, monsieur le réalisateur, c'est mais moi je veux bien faire une enquête, moi je veux bien écrire un livre et dénoncer votre situation, mais commencez par me présenter des preuves. Et effectivement, le recollement de la preuve dans le cadre de l'enquête interne et au commencement de l'alerte, il est essentiel parce que si vous lancez une alerte et que effectivement vous n'avez pas des soupçons, des commencements, un faisceau d'indices, on appelle ça dans le jargon d'avocat, eh bien, on ne va pas vous prendre au sérieux, et pire encore, on va avoir des situations extrêmement dramatiques où vous allez vous retrouver, pourquoi pas, poursuivi ou mis en cause pour des faits de diffamation. Et cette enquête interne, effectivement, et c'est toute la problématique aujourd'hui, elle va être conduite par un individu, que ce soit le DRH, que ce soit l'administration, qui n'est pas nécessairement indépendant. Et ça, au titre des réformes et des réflexions, c'est peut-être une grande question à se poser. Et c'est là où, effectivement, les CSE ont une place extrêmement importante à jouer, parce qu'ils, veuillez m'excuser, ils peuvent, vous savez, disposer de leur pouvoir si, on est en matière de harcèlement moral et sexuel, je vous rappelle, donc si la situation est systémique et concerne plusieurs collaborateurs, ils peuvent utiliser leur pouvoir de risque grave, éventuellement pour faire intervenir un cabinet indépendant ou pour faire intervenir un tiers, pour faire intervenir également l'inspection du travail, parce que parallèlement à l'enquête administrative ou parallèlement à l'enquête interne, qui peut être confié à un tiers, effectivement, mais le rapport ne remontera qu'au niveau de la direction et j'ai envie de dire, la Cour de cassation de chambre sociale vient de rendre une décision assez récente, fin d'année 2022, où elle a considéré qu'effectivement, l'employeur n'était pas tenu, il peut le faire, mais il n'est pas tenu de faire participer le CSE à l'enquête interne. Et ça a comme conséquence, effectivement, que cette enquête interne se réalise sous la direction unique de l'employeur. Alors, lorsque vous avez des DRH éclairés, ça ne pose pas de difficulté parce qu'il a une conscience, et moi j'en ai rencontré des DRH éclairés, les DRH sont pas tous à la solde nécessairement d'un conseil d'administration, ils doivent appliquer une politique, mais ils peuvent être éclairés, et effectivement ils peuvent être considérés, ou ils peuvent considérer que l'enquête doit se réaliser de manière interne, et pour se protéger eux-mêmes, souvent ils vont aller saisir un cabinet spécialisé qui va réaliser l'enquête. Il y a également l'inspection du travail, et là aussi, l'inspection du travail, je sais qu'il y a l'inspecteur du travail, ou il y a un inspecteur du travail parmi le public, doit inaugurer ses nouveaux pouvoirs, parce qu'effectivement, ils ont été investis de pouvoirs renforcés, ils ont la qualité d'officier de police judiciaire, et là, effectivement, l'inspecteur du travail va poser sa casquette purement administrative droit du travail, pour prendre sa casquette d'enquêteur, équivalent d'un policier ou d'un gendarme, il peut convoquer, moi je vois de plus en plus effectivement des inspecteurs du travail qui, sur des faits de harcèlement moral ou sexuel dans l'entreprise, qui convoquent en audition libre, qui est un succès d'année de la garde à vue, pour auditionner et obtenir des informations. Alors, les pratiques vont se mettre en œuvre, ça va prendre du temps, les gens doivent être formés. Problématique, vous le savez
savez aussi bien que moi, c'est qu'il y a de moins en moins d'inspecteurs du travail en France. Donc, c'est toujours cette crise de ciseaux, hein, cette crise que vous dénonciez effectivement sur la déliquescence de la qualité du personnel administratif, mais il faut espérer ça avance. Donc, vous avez l'enquête pénale qui va se poursuivre en parallèle. La difficulté, effectivement, souvent, c'est que l'enquête administrative se réalise dans des temps rapide parce que effectivement nous avons des délais de prescription qui sont propres au code du travail. Je vous rappelle que ce délai de droit disciplinaire, l'employeur doit prendre une décision dans les 2 mois à partir de la connaissance. Bon, étant précisé que la chambre sociale de la Cour de cassation vient nous préciser que en réalité l'employeur acquiert une parfaite connaissance des faits à la clôture du rapport d'enquête, ce qui permet de gagner un peu de temps effectivement et d'avoir une prise de décision qui est plus conforme par rapport à la connaissance effective du dossier. Enfin, vous avez l'enquête pénale qui va en parallèle, et alors là, effectivement, mon cher confrère, je vous rejoins, les enquêtes pénales, que ce soit en harcèlement moral et ou sexuel, prennent de nombreuses années, ils s'écoulent de nombreuses années en vue d'avoir une décision de première instance, et souvent, par manque parfois de formation et ou de sensibilité, le juge pénal rend des décisions qui manquent parfois de subtilité, parce que chez le juge pénal, c'est soit tout blanc, soit tout noir. La zone du gris, c'est la zone du doute, donc c'est la zone de la relaxe. Et effectivement, ça peut être déplaisant pour la victime qui se dit, moi, j'ai vécu des choses, moi, j'ai été l'objet d'un harcèlement moral et ou sexuel dans l'entreprise, mais le juge pénal, pour des considérations qui sont liées au doute, devant toujours profiter à l'accusé, va considérer qu'effectivement, la moindre suspicion, le moindre grain de sable de la procédure doit bénéficier à l'accusé. Fort de cela, j'ai envie de vous dire, et je vais conclure là-dessus, que la réalité, c'est qu'il faut permettre la libération de la parole, il faut permettre l'accompagnement, il faut permettre, et ça c'est une des grandes créations de la loi Vargas que je salue, la montée en puissance des facilitateurs, que ce soit au sein des CSE, que ce soit la maison des lanceurs d'alerte, que ce soit des associations comme Transparency par exemple, parce que effectivement, ça permettra d'aboutir dans les enquêtes, ça permettra un meilleur recollement de la preuve, et si vous avez un recollement de la preuve beaucoup plus efficace, eh bien effectivement, s'il y avait lieu de contraindre, in fine, vous allez contraindre le juge à constater la réunion des éléments constitutifs d'une infraction et à rentrer en voie de condamnation, la sanction étant une autre question, effectivement, puisque la sanction, là aussi, elle doit être adaptée, elle doit être proportionnée, elle doit être nécessaire, et effectivement, au-delà même des peines d'emprisonnement qui peuvent être prononcées, la réflexion à porter, c'est sur les interdictions et également sur les suivis et les accompagnements qui peuvent concerner les condamnés, parce que lorsque on est dans des pratiques systémiques, eh bien, on se rend compte effectivement que le dirigeant, le cadre dirigeant, qui a commis des faits de harcèlement, alors je vais parler de harcèlement moral notamment, n'en a pas toujours une pleine conscience quant aux conséquences, c'est-à-dire qu'il sait ce qu'il a fait, puisque l'intention est nécessaire pour rentrer en voie de condamnation, mais il n'en a pas toujours mesuré la portée, et il devrait, à mon sens, faire l'objet de mesures d'accompagnement pour éviter la réitération de tels comportements. Voilà, je vous remercie.